Je suis vraiment très heureuse de pouvoir introduire cette belle journée de colloque en abordant une épineuse question, celle des pouvoirs féminins entre le XVIe et le XVIIIe siècle. C'est un peu un défi quand même, parce que comment parler de pouvoir dans une société dont le droit coutumier n'en donnait pratiquement aucun aux femmes? En effet, on assiste à une véritable régression de leurs droits par rapport au Moyen-Âge. Donc si on fait un bond en arrière dans le temps, il faut savoir que selon l'ancien droit coutumier, déduit des chartes dès le XIIe siècle, eh bien, la femme avait quand même certaines prérogatives. Elle pouvait disposer de ses biens, soutenir une action en justice. Sans être complètement égalitaire, la société médiévale accordait à la femme mariée la pleine capacité civile. Et puis, en certains endroits, par exemple, les filles avaient les mêmes droits successoraux que les garçons. Et les Valaisannes, il faut savoir qu'elles sont en outre très peu alphabétisées jusqu'au XXe siècle. Elles ont laissé relativement peu de témoignages écrits. C'est donc difficile de trouver des sources directes de leur part. Les choses sont un peu différentes chez les familles de l'élite patricienne, donc ces familles de l'aristocratie valaisanne qui détenaient les principales charges de pouvoir politique, militaire et religieux en Valais. Et chez ces familles, la tendance à l'alphabétisation des femmes, elle apparaît de façon plus précoce. Dans les fonds de famille déposés aux archives d'État à Sion, on retrouve des correspondances, des documents comptables écrits par des femmes. Alors les premiers que j'ai retrouvés, c'est plutôt au XVIIe siècle, mais il faut savoir que la majorité des documents sont plutôt conservés à partir du XVIIIe siècle. La situation de la fille mère dans les années 30 est une situation extrêmement douloureuse lorsqu'elle devient mère hors des liens du mariage. Abandonnée par son amant, comme Aline, la fille mère du roman de Ramus, elle se retrouve seule pour porter le fardeau de sa faute. Le Code civil suisse permet au père de suspecter la femme de mauvaise vie pour rejeter l'action en paternité qu'elle pourrait entreprendre. La mère n'est pas indemnisée des dépenses occasionnées par l'accouchement et elle ne touche aucune pension lui permettant d'entretenir et d'éduquer son enfant. Quels sont les objectifs de cette éducation? Et si l'on observe les débats, on voit que dans un premier moment, et ceci pendant plusieurs décennies, l'éducation sexuelle est en fait une dissuasion sexuelle. Ce qu'il faut apprendre aux enfants et aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel, parce que c'est dangereux pour des raisons sanitaires, c'est dangereux d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, et on est dans une période, il faut voir, au début du siècle, où les jeunes hommes font généralement leur initiation sexuelle par le biais de la prostitution, considérée comme un grave problème, et donc on va, dans toutes ces conférences, surtout à l'intention des jeunes hommes, leur dire attention, la fréquentation des prostituées est dangereuse, et avec des images du type de celle-ci, voilà, qu'est-ce qui arrive aux pères qui ont fréquenté les prostituées, voilà qu'est-ce que leurs enfants deviennent, n'est-ce pas? Donc il y a toute cette crainte sur la dégénérescence qui est mise en avant. Alors, on parle de la sexualité des jeunes hommes en leur disant attendez le mariage, et puis pour les jeunes filles, alors on parle pas de la sexualité des jeunes filles, mais on leur dit renseignez-vous sur les comportements de votre fiancé, osez lui poser des questions sur sa vie, n'est-ce pas? Voilà, donc pour mettre en garde aussi bien les jeunes hommes que les jeunes filles. Faut-il parler de contraception ou non? Alors, les directives du Conseil d'État doivent faire se retourner les enseignants dans leur tête, je ne sais pas combien de fois. Donc, à la fois, il faut dire, il faut éviter de ne pas en parler, mais il ne faut pas entrer dans les détails techniques. Donc voilà, on leur donne des indications extrêmement problématiques. Au-delà des nombreuses avancées constatées depuis les premières luttes féministes vers une meilleure égalité entre les sexes dans certains domaines, l'accès au travail, la sexualité, contraception, l'autonomisation des femmes par rapport à leurs partenaires, la participation à la vie politique, les représentations, les normes, le sens commun et les politiques publiques continuent à assigner aux femmes la gestion de la sphère domestique et de l'élevage des enfants. Lorsque l'on évoque par exemple la conciliation famille-travail, c'est la majorité du temps et implicitement aux femmes que l'on pense. Les textes fondateurs, les mythologies, la Bible, le Coran, les lois, etc., ont été écrits par les hommes, pour les hommes. Les femmes n'y ont aucune place, sinon celle de procréatrices et de servantes.
Une histoire attentive aux deux sexes pourrait faire surgir de nouveaux objets et permettrait d'en réévaluer d'autres, considérés comme anecdotiques, l'intime, les émotions, le corps, les sexualités, l'amour, la maternité. Elle suggérerait que le privé fait également partie des faits historiques. Les enjeux liés à la reproduction et à la maîtrise de la fécondité ont toute leur place dans l'enseignement de l'histoire sociale et politique.